Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette présentation du marché de l'or qui s'intitule « L'or plus qu'une simple valeur refuge ». Je m'appelle Mathieu Amacher, je travaille pour la société Godot & Fils et en cours, je passerai le micro à Étienne Broy, conseiller en gestion de patrimoine. Donc l'or plus qu'une simple valeur refuge. Donc l'or, c'est une matière qu'on extrait de la terre depuis des centaines d'années. Elle nous est très familière et on s'en sert pour, à la base, tout ce qui est bien d'apparat, pour tout ce qui est la symbolique de la puissance. Et au fil du temps, on l'a transformé en bien monétaire, on l'a transformé en bien de stockage de monnaie et de valeur, et également il sert de plus en plus pour l'industrie. Donc là, vous pouvez voir, suivant ces 4 segments, donc l'investissement des particuliers, l'industrie, la bijouterie ou les institutionnels dans les banques centrales, comment se répartit la demande d'or suivant ces 4 segments. Donc vous pouvez voir que ce qui tire majoritairement le marché de l'or, c'est la bijouterie. C'est le premier marché de l'or. Ensuite vient les investissements des particuliers, les investissements des institutionnels et l'industrie. Donc, ce graphique, évidemment, il va de gauche à droite. Et vous pouvez voir que ces derniers temps, surtout en ce début 2020 assez troublé, les cartes ont été les cartes ont changé. Donc, si on prend l'année 2019, qui est très représentative des années précédentes, donc on voit que 50% du marché est pour la bijouterie, 30% pour l'investissement institutionnel et technologie. Et en ce début d'année, donc le marché s'est transformé, et notamment l'or est devenu une valeur refuge par excellence, puisque 60% de sa demande s'est faite sous l'investissement, alors que le marché de la bijouterie, lui, n'occupe plus qu'un quart de la demande mondiale, alors que les demandes industrielles ou les demandes institutionnelles n'ont pas changé. Donc le Covid a perturbé le marché de l'or. Alors, on est dans un marché mondial, on est dans un marché qui n'a pas de frontières, et le gramme d'or en France est le même que le gramme d'or à l'Orient ou à l'Occident. Donc en 2019, donc on a une grande région dans le monde qui truste la demande, qui est l'Extrême-Orient, la Chine et l'Inde, qui représentent 50% de la demande mondiale. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces 2 pays représentent aussi 50% de l'humanité. Vous avez également les pays du Golfe, les pays occidentaux et un petit peu la Russie, surtout au niveau des institutions. Et donc, on va regarder en ce début d'année 2020, le marché s'est un peu transformé. Donc, il y a toujours la Chine, qui est quand même une grosse machine d'achat d'or, qui est toujours présent. Mais le marché, il s'est un peu transformé et l'or devient de plus en plus donc, la valeur refuge, la valeur monétaire, la valeur qui conserve sa valeur. Et on peut le voir justement avec l'augmentation de la demande au niveau des pays occidentaux, en Europe, également aux États-Unis, qui sont aujourd'hui des pays encore riches. Et les fonds, les investissements se sont tournés vers l'or plutôt que vers les marchés financiers. Donc là, vous avez le cours de l'or depuis les années 70. Donc, on peut voir que suite au choc pétrolier au début des années 80, il y a eu une forte hausse de l'or et on a stagné pendant 20 ans. Et dans les années 2000, à peu près au moment de la bulle Internet, l'or a retrouvé de l'intérêt pour les investisseurs. Donc entre 2000 et 2008, quand même, son prix a été multiplié par 5, même voire plus, 7 ou 8. Et puis on est reparti jusqu'en 2015 pour une consolidation. Et maintenant, donc, on est à nouveau dans un marché, dans un trend haussier. Donc si on peut s'intéresser à ces 5 dernières années, et on peut voir que c'est en 2016 que l'or a perdu ou a enregistré ses plus bas moyen terme. Donc c'est en 2016 où l'once, on parle en dollars,
et s'est approché des 1 000 $, et on est reparti sur un trend haussier en fin 2018. Donc maintenant, il y a presque 2 ans. Donc, alors qu'est-ce qui peut faire que l'or, le prix de l'or augmente? Outre la demande, il y a un effet monétaire qui pousse les investisseurs à se tourner vers l'or. Et donc, on va le regarder avec ces deux graphiques. Ce sont, d'une part, les taux d'intérêt américains de la Fed, et on va les comparer avec le Dow Jones, qui est l'indice boursier majeur du marché américain. Donc, on voit qu'en 2008, donc, il y a eu l'éclatement des bulles des subprimes, un manque de liquidité. Les institutionnels américains ont décidé d'aider le marché en forçant des taux à la baisse. Donc, on s'est approché de taux en dessous de 1%. Ensuite, en 2016, il y a une tentative de remettre le marché des taux, de le remettre libre. Et ça a eu un effet quasi immédiat sur les marchés, puisque l'indice boursier a stagné pendant à peu près 1 an. Si on s'intéresse encore aux taux les plus hauts que cette banque a pu pratiquer ces dernières années, il s'avère que les taux sont montés trop haut, que le marché s'est retrouvé en manque de liquidité, et ça a eu un effet immédiat sur l'indice boursier. Et enfin, on arrive en 2020, on tombe à zéro, les investisseurs empruntent à des taux proches de zéro et achètent l'indice boursier, puisque on emprunte à zéro, et on va avoir des rendements de 3 à 4%. Donc pourquoi se gêner? Donc on va faire une comparaison maintenant croisée entre les taux d'intérêt qui ont été pratiqués, et notamment dans les années 80, lorsque le marché des taux et le marché monétaire étaient un peu plus libres au moment du choc pétrolier. Il s'avère que pour les taux ont augmenté. Donc ça, c'est ce qui se passe lorsqu'un marché monétaire est libre. Les taux doivent augmenter puisque le risque de marché est plus important. Donc les gens qui veulent emprunter proposent des taux plus importants. 1980. Et depuis les années 1980, la courbe des taux n'a pas cessé de diminuer. Elle est passée sous les 4% en 2000, et depuis, elle n'est jamais repartie au-dessus de ce taux. Et aujourd'hui, donc, on vit dans un monde où l'emprunt est presque gratuit. Donc, si on compare cette courbe de taux avec l'indice Dow Jones, on se rend compte que c'est à partir des années 2000 où l'indice Dow Jones a commencé à être fou, si j'ose dire. Et c'est à partir de la crise des subprimes que l'indice Dow Jones a commencé une montée vertigineuse. Et on se rend compte qu'il y a une corrélation entre la hausse de l'indice et la faiblesse des taux. Encore une fois, on emprunte à des taux très bas pour investir, pour avoir du rendement. Et si on compare avec la courbe de l'or, donc on se retrouve toujours dans les années 80, choc pétrolier, les investisseurs se précipitent sur l'or, on a une période de stagnation qui dure 20 ans, et dans les années 2000, on a le début du marché haussier de l'or. Donc il y a plusieurs facteurs qui font que ce marché de l'or a commencé dans les années 2000, notamment l'éclatement de la bulle Internet, donc la création monétaire dans un marché des taux tronqué. On a eu également la fin des ventes des institutionnels. Les institutionnels qui étaient vendeurs avant les années 2000 sont devenus acheteurs. Et également, il y a une chose qui est très importante, donc c'est la Chine. La Chine qui, ex-pays communiste, le gouvernement encourage et autorise surtout ses habitants à acheter de l'or. Avant, ils ne pouvaient pas acheter de l'or, c'était interdit, la détention de valeur. Donc, l'or monte jusqu'en 2011, il consolide et il repart dans un marché haussier. On a atteint des plus hauts historiques en août de cette année. Donc on est dans un marché haussier. Donc il y a des exemples, on a des exemples à l'appel, si j'ose dire, de marché monétaire tronqué et d'effets de change sur le cours de l'or. Notamment la Russie qui s'est retrouvée dans une crise et qui a été obligé, pour financer ses dépenses publiques, de créer beaucoup de monnaie par ces taux ces 10 dernières années, ce qui fait que ce pays a vu son prix de l'or
augmenté très rapidement. Ça a été le cas dans d'autres pays tels que le Brésil, la Turquie, 600% en 10 ans, l'Argentine, 2000% en 10 ans, donc je ne sais pas si c'est très important. Et également, il y a un pays qui est, si j'ose dire, le précurseur de ce qui va se passer sur les marchés, c'est le Venezuela. Le Venezuela, dans les années 2000, alors que le pétrole était proche de $200 le baril, a décidé de nationaliser les puits de pétrole pour faire des dépenses sociales. Donc ils ont nationalisé les puits de pétrole. Et il s'avère que le pétrole, en fin de compte, qui était à $200 dans les années 2010, est passé entre 2010 et 2020 à $70, qui est passé à $50 aujourd'hui. Donc l'opium du Venezuela, la source s'est tarie, ce qui fait que pour ses dépenses sociales, le Venezuela a été obligé d'imprimer énormément d'argent, ce qui a eu un effet multiplicateur sur le cours de l'or. Et rien que sur les 2 dernières années, sur 10 ans, le Venezuela a changé 3 fois de monnaie à chaque fois. Et je n'ai pas réussi à trouver la statistique plus éloignée, mais rien que sur 2 ans, pour vous dire que le cours de l'or dans un marché monétaire tronqué, au Venezuela, il a gagné presque 1 million de % en 2 ans. Donc c'est un gros chiffre, mais ce qu'il faut se dire, c'est tout à fait plausible que ça arrive dans nos pays occidentaux, puisque c'est déjà arrivé par le passé. On peut citer notamment les exemples de l'entre-deux-guerres en Allemagne. Donc sur le marché français, si vous souhaitez connaître les produits, vous pouvez aller évidemment sur tous les sites internet, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les produits, en fait, ils sont toujours cotés par rapport à leur quantité d'or. Donc on prend le cours international de l'or et on applique un prorata en fonction de la quantité d'or du produit. Donc c'est quand vous regardez la colonne cours de Londres, donc la cotation se fait à Londres, historiquement, c'est la valeur brute du produit. Et vous avez ce qu'on appelle la cotation française, donc ça vous donne une indication sur quelle est la tendance du marché en France, en local. Donc c'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir une débandade financière en France, les gens vont se précipiter sur les pièces, sur les lingots, sur l'or, et il ne va plus y avoir un moment assez d'or pour fournir. Donc il va y avoir ce qu'on appelle la prime. C'est moins il y a de stock et plus le prix augmente. Donc en plus de l'évolution du cours international. À titre d'exemple, si vous prenez la deuxième ligne, le 20 francs Marianne Koch, donc au plus fort de la crise du Covid, on était sur une prime de 30%. Donc quand une pièce vaut 300 € en poids d'or, la demande l'achète à 400 €. Donc vous avez, pour vos investissements, pour vous-même et pour vos clients, cette étoile qui brille, qui est un signe d'équilibre et qui, évidemment, appelle à la vigilance et à la persévérance. Elle est le reflet de notre mentalité française, liberté, égalité, fraternité. D'ailleurs, la fraternité ici, qui est représentée par Hercule, qui porte la peau du lion de Némée, qui, dans la mythologie grecque, était son premier travail. Il devait tuer le lion de Némée et il était considéré, ce lion, comme invulnérable. Exactement comme l'or qui est invulnérable. Et l'or, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse les frontières, qui dépasse les monnaies et qui nous unit dans notre petite terre et toute notre universalité. Donc simplement, aujourd'hui, octobre 2020, patrimonial, nous sommes donc dans la capitale des Gaules, du monde antique. Et l'or peut être considéré comme le sol invictus de la monnaie. Je vais maintenant passer la parole à Étienne, qui va également vous parler de l'or. Merci Mathieu, bonjour à tous. Écoutez, Mathieu vous a présenté une partie plus macroéconomique sur l'or. Maintenant, j'aimerais me focaliser un petit peu plus sur la partie micro, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau de nous, investisseurs, de vos clients, etc. Et une des questions qu'on se pose en ce moment dans ce monde un petit peu
perturbé, c'est dans quoi investir. Dans quoi investir? On a le choix entre la bourse. On sait qu'aujourd'hui, la bourse a quand même bien monté depuis quelques années, à peu près 10 ans. On a l'épargne financière et le problème, c'est qu'on est un petit peu embêté avec le fait que l'épargne financière ne rapporte pas grand-chose ou plus autant qu'avant. L'immobilier, oui, mais où? La question elle se pose de manière concrète. L'immobilier dans les grandes villes, plutôt en province. Donc on est un petit peu confronté à un choix. Maintenant, dans notre rôle de CGP, l'objectif, c'est d'anticiper les risques principaux. L'idée, c'est vraiment de prendre le risque maximum, celui qu'on ne veut jamais regarder, mais pourtant qui a une récurrence assez importante, entre 60 et 80 ans, en France, en Europe en général. Et donc, on va se focaliser un petit peu sur ce risque maximum. Si on a une crise économique, financière, sanitaire, c'est des choses que vos grands-parents ou vos parents, certains ont vécu, c'est quelque chose qu'on enfouit généralement, et c'est quelque chose que nous, on a l'obligation de traiter quelque part. Si jamais cette crise-là arrive, on a un contrôle des capitaux, une crise économique. En fait, l'idée, c'est qu'une grande partie des placements financiers, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, peuvent perdre très rapidement leur valeur. Et en réalité, ce n'est pas leur valeur qu'ils vont perdre, c'est que la monnaie peut aussi perdre de sa valeur d'un autre côté. Il y a aussi un risque au niveau des banques. On sait qu'une grande partie des banques peuvent avoir un risque. On peut parler de la Deutsche Bank, on peut parler de la Société Générale. Voilà, on va en citer 3. L'idée, c'est que ce risque-là, il est quasiment impossible à calculer. Maintenant, si jamais ce risque arrive, en fait, on se rend compte que les comptes en banque peuvent tout simplement être bloqués. Et donc ça a un impact très fort. Sur l'immobilier, évidemment, dans ces périodes troublées qu'on a vécues, ou qu'on a vécues en France en tout cas, on peut aussi avoir des baisses assez importantes de l'immobilier, mais on est sur un actif tangible, un actif qui va passer le temps, un actif qui ne sera pas lié forcément à la monnaie. Et on va parler évidemment de l'or, mais j'aimerais parler de tous les actifs tangibles d'une manière générale, c'est-à-dire les forêts, les diamants, le vin, quelque chose que vous pouvez toucher. Et donc évidemment, pendant ces crises-là, l'immobilier peut souffrir un petit peu, mais sur le très long terme, il se reprendra sans problème. Et l'or, évidemment, va monter en prix. Et comme on verra juste après, ce n'est pas l'or qui monte, c'est la monnaie qui perd de sa valeur. Alors, pour bien comprendre un petit peu, l'objectif, ce n'est pas de vous faire peur, mais de bien, j'irais, mesurer le risque potentiel d'une telle crise. Pendant ces crises géopolitiques, économiques, etc., ce qui se passe, c'est qu'il y a une perte de confiance dans la monnaie. En 1940, lors de la débâcle, l'exode vers le sud, en fait, les commerçants ont refusé d'être payés en billets. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le souvenir, pendant la guerre de 14, que finalement, la monnaie était imprimée de manière massive pour pouvoir fournir l'effort de guerre, et que finalement, les gens qui avaient une grande quantité d'argent, finalement, en très peu de temps, ça a été dévalué. Donc, ils refusaient tout simplement d'être payés en billets. Ils voulaient uniquement de l'or, de l'argent, du tangible. Donc ça, c'est vraiment un point important à savoir. Et je dirais, il y a Ray Dalio, qui est un grand financier, qui nous a aussi expliqué pourquoi on en arrive à ces cycles-là. Tout simplement parce qu'on est sur une croissance due à la productivité, ici en vert, je ne sais pas si vous voyez bien. On a aussi une croissance qui est due au crédit long terme, on le voit en blanc, et la croissance qui est due au crédit court terme. Et là, on voit toutes les aspérités, finalement, toutes les vagues que l'économie peut faire. On est un peu en déprime, on est un peu en euphorie, etc. Et ce qui se passe, c'est que on est actuellement à la fin d'une bulle de crédit. Donc on va surconsommer grâce au crédit. On emprunte, on sait que l'avenir va être brillant, donc l'argent sort de terre, et on va accélérer, on va aller beaucoup plus vite que la productivité. Et il se passe des phases, systématiquement dans l'histoire, des phases de surchauffe. Pourquoi? Parce que le crédit, au bout d'un moment, les gens commencent à avoir peur et ils remboursent leur crédit plutôt que d'en prendre de nouveau. C'est un petit peu aujourd'hui à cet endroit qu'on se retrouve. Et on peut, là je parle de dépression, mais voilà, c'est juste qu'on a été trop vite
dans la création monétaire et on passe dans une phase de sous-consommation qui va finalement être assez destructrice pour les monnaies. Voilà. Donc l'objectif, c'est de bien comprendre que l'or ne flambe pas, ce n'est pas un métal précieux, ce n'est pas ce n'est pas une commodity, c'est tout simplement une monnaie. Et donc ici, on le voit tout à fait en haut, on a la ligne, c'est la valeur de l'or. On voit aussi que dans l'histoire, les monnaies fiduciaires, donc papier, basées sur peu de choses, vont perdre très rapidement. Dès le moment où la confiance est perdue, par exemple dans le mark, dans le yen, dans les années 40, le Reichsmark évidemment, l'US dollar, dès qu'il y a une perte de confiance dans la monnaie, en fait, on se retrouve dans une phase de dévaluation rapide. On n'a pas connu ça en Europe depuis un petit moment. Si on revient un petit peu en arrière, sur le franc, on avait des dévaluations qui étaient très régulières. Là, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de dévaluation, donc il y a vraiment ce mot-là qui est vraiment très important. L'idée, tout à l'heure, Mathieu a parlé du Venezuela, c'est un cas extrême, on est d'accord. Ce n'est pas un cas qui peut se reproduire forcément de cette manière-là en France, aux US, etc. Mais, par exemple, entre 2014 et 2018, le prix du poulet que vous voyez ici, c'est une image du Monde, est passé de 146 bolivars à 14,6 millions de bolivars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on se retrouve dans la même situation que l'Allemagne de Weimar des années 20-30, et finalement, la monnaie n'a plus de valeur. Et dans ce cercle vicieux, en fait, on se retrouve à avoir des gens qui gagnent de l'argent, ils savent que le lendemain, cet argent va perdre la valeur, donc ils se précipitent dans les magasins pour pouvoir tout consommer. Donc ils transforment leur argent directement en quelque chose de tangible. Donc ce n'est pas une crise économique, c'est tout simplement parce que la monnaie perd sa valeur tellement rapidement qu'en fait ils se jettent sur tout ce qu'ils peuvent conserver à long terme. Alors maintenant, on va revenir un petit peu sur la fiscalité et l'inflation. C'est deux paramètres qui sont essentiels pour comprendre aussi, pour nous, au CGP, comment on part d'un rendement brut et comment on arrive au net et quelle est la valeur qui a été créée. On va prendre un exemple très concret. On a un rendement brut de 6%. Sur ce rendement brut, on va imposer une fiscalité de 1,8%. Donc c'est l'équivalent d'une flat tax de 30%. Si on a une inflation, on va prendre un exemple très concret, une inflation de 5%, c'est-à-dire une perte de valeur de la monnaie de 5%. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve avec un rendement net réel après fiscalité et corrigé de l'inflation. Donc on pense qu'on gagne de l'argent avec du 6%, mais en réalité on en perd. Donc c'est valable évidemment dans tous les pays comme le Liban actuellement, la Turquie, certains pays européens il y a quelques années. Et l'idée c'est vraiment de comprendre que l'inflation va venir détruire ce rendement-là. Donc aucun intérêt de gagner de l'argent si c'est pour se le faire manger par l'inflation. Donc l'or a un gros avantage dans ce schéma-là, c'est qu'il conserve son pouvoir d'achat. Donc pas besoin de rendement. Le cash, lui, perd de sa valeur, on l'a vu. Si on tient compte des chiffres de l'INSEE aujourd'hui, on est à 2% à peu près. On est très certainement bien au-delà si on tient compte des chiffres complets de l'INSEE. Mais le cash perd de sa valeur, donc pour compenser cette perte de valeur, il nous faut un rendement. Donc ce n'est pas de la création de valeur, c'est juste une compensation de la perte de valeur. C'est une vision un peu décalée par rapport à ce qu'on entend systématiquement sur les marchés. Pour pouvoir un peu comprendre ça, je vous ai pris un exemple très concret. En 1928, une vache coûtait une once d'or. En 2020, une vache coûtait aussi une once d'or. Il y a fort à parier qu'en 2048, une vache coûte une once d'or. Pourquoi ça? Puisque l'or est la monnaie. Les banques centrales achètent de l'or. Elles n'achètent pas des crypto-monnaies ou elles ne font pas des stocks de devises énormes. Et si on regarde maintenant sur la devise, on corrige évidemment avec l'ancien franc, le nouveau franc et l'euro. Une vache coûtait en 1928 l'équivalent de 5,4 € d'aujourd'hui. En 2020, on est à 1600 € à peu près de l'once.
Et il y a fort à parier, c'est une spéculation gratuite, qu'on soit autour de 15 000 euros en 2048. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la mission du CGP, elle est double. La première, c'est d'aider à créer un patrimoine. C'est vraiment la mission qui va être la plus efficace sur le long terme. Et évidemment, il faut le faire de manière efficace. Cette stratégie, j'appelle ça la stratégie offensive. Maintenant, la deuxième mission, et je pense celle qui est la plus importante à l'heure actuelle, vu les conditions, c'est de protéger son patrimoine des crises et du temps. Et ça, c'est une stratégie défensive. Cette stratégie défensive, elle est très importante, puisqu'on le sait, les choses n'arrivent qu'une fois, et après, on attend 60, 80 ans. Si on regarde un petit peu le lien, en fait, il y a un lien très ténu entre la masse monétaire, qui est la quantité d'argent en circulation. Ici, c'est la base monétaire, en fait, qui est un peu différent du bilan de la Fed. Et on se rend compte que l'or suit plus ou moins la quantité d'argent, de quantité de monnaie qu'on trouve aux États-Unis. Évidemment, il y a un lien qui est extrêmement fort entre la quantité d'argent qui circule dans une économie et le prix des actifs. Donc on se rend compte que ce n'est pas l'or qui monte, c'est juste que la monnaie perd sa valeur. Plus il y a d'argent ou de dollars ou d'euros en circulation, plus les banques centrales vont imprimer, plus chaque euro, chaque dollar, chaque monnaie fiduciaire va perdre de sa valeur et de sa puissance. Donc si on stocke en euros, en dollars, etc., c'est bien. Mais finalement, on se rend compte que l'inflation peut venir la manger sans qu'on s'en aperçoive. Donc, comme je l'ai dit tout à fait au début, les crises monétaires détruisent la confiance dans les monnaies. On sait qu'un pays qui rentre en guerre, personne n'aime entendre parler ce mot, mais un pays qui rentre en guerre, en interne, sa monnaie, elle est finie. Donc, pourquoi? Parce qu'elle ne va pas pouvoir payer ses fournisseurs à l'extérieur du pays dans sa monnaie. Elle sera obligée de le payer en or. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'autres contreparties qui seront acceptées à l'étranger. Donc, investir dans l'or, ça permet de conserver son capital et surtout d'annuler le risque totalement, ce risque d'évaluation monétaire. Et ce risque, il est très important. Et aujourd'hui, c'est vraiment celui qu'il faut prendre en évidence. Alors, évidemment, il y a l'or et il y a l'or papier. Une question qui revient très régulièrement, c'est faut-il investir dans l'or papier? Beaucoup de financiers vont aller dans ce sens-là en disant voilà, vous allez investir soit dans des sociétés minières ou alors carrément dans l'or papier. Je vous ai sorti pour répondre à cette question un graphique du ratio entre la quantité d'or papier qu'il y a sur le marché du COMEX et la quantité d'or qu'il y a en physique dans les coffres du COMEX. Si on regarde en 2016, on voit qu'il y avait 542 onces d'or papier pour une once d'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y avait 542 personnes qui se battaient pour une seule once d'or. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui avaient des contrats futurs, généralement de 100 onces d'or, ont été tout simplement, ont demandé la livraison de cet or physique, alors que en fait, la quantité n'était pas suffisante. Donc ça a fait grimper en fait, l'or dans les COMEX. Les COMEX, c'est le marché du produit dérivé aux États-Unis. Alors en gros, évidemment, l'or papier, ce n'est pas de l'or. Il n'y a pas ou peu d'or dans les coffres et l'or papier n'a aucune valeur en soi. S'il n'y a pas de contrepartie, on peut investir dans des futurs, dans des ETF, dans des... Voilà. On est derrière sur quelque chose qui va... en gros, on sait que s'il y a une crise majeure, tous les gens vont demander à être livrés. Évidemment, ça va être les plus grosses mains qui vont être livrées en premier. Et l'or papier, à ce moment-là, n'aura plus de valeur réellement. C'est une des phrases que j'aime bien répéter. Si vous ne pouvez pas le toucher, vous ne le possédez pas. Très important. On est dans un monde financiarisé. Il y a eu des belles choses de faites, mais on arrive à un moment où il faut toucher les choses, être sur du tangible, donc immobilier, des forêts, éventuellement des diamants pour ceux qui s'y connaissent, l'or physique, l'argent physique, et on en revient finalement à des choses que nos grands-parents faisaient tout naturellement, par mimétisme ou par connaissance, peu importe, mais un terrain agricole ou une forêt,
ça va être beaucoup plus pérenne dans le temps qu'un titre. En tout cas, là, j'ai voulu, avec cet exemple encore très simple, vous montrer la performance de l'or sur le long terme. Et c'est aujourd'hui ça que vous devez retenir sur l'or. On va prendre un Romain en l'an 2070. Donc c'est un légionnaire, avant de partir au combat, en fait, il va mettre à peu près 1 an de salaire, toute sa solde, il va le mettre dans la terre, il part au combat avec ses copains, et on le retrouve. Évidemment, pour lui, c'est une épargne. Cette épargne-là, c'est tout ce qui lui reste. Et on le retrouve quelques 18 siècles plus tard. On va prendre un investisseur, mais ça peut être n'importe qui. Et il y a de fortes à parier qu'on tombe sur à peu près 1 an de salaire, c'est-à-dire 1 kilo d'or. Évidemment, il y a des fluctuations par rapport à ça, mais quand on fait des tests sur le long terme, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas très loin du compte, même très près. Donc ça veut dire que quelque part, l'or conserve toute sa valeur sur le long terme, et c'est ça qu'on lui demande. Là, on a passé 18 siècles. Donc, quelque part, on sait que l'or va pouvoir performer de manière très stable sur le temps. Et quelque part, aujourd'hui, on a 2 possibilités. On a les 2 jambes, finalement, de la gestion de patrimoine. D'un côté, investir, ça c'est quelque chose que vous savez très bien faire, mais de l'autre côté, on va rééquilibrer avec, justement, la protection. C'est une sorte d'assurance, à la différence qu'une assurance, c'est quelque chose qu'on paye à fond perdu. Là, c'est quelque chose qu'on va conserver en famille. Et donc, quelque part, on va essayer de trouver le juste équilibre entre avoir peur et rester à être tétanisé par investir, et de l'autre côté, être complètement omnibulé par le rendement, par la performance, et pas regarder les choses. L'idée, c'est vraiment de rester équilibré entre les deux. C'est beaucoup plus facile d'investir dans l'or, puisqu'il suffit d'acheter une pièce, de la mettre dans son jardin, que d'aller investir. Ça demande moins de technicité. Et il y a une chose que j'ai découverte aussi, c'est que je me suis posé la question, pourquoi l'immense majorité des CGP n'ont pas été formés sur l'or, n'ont pas une connaissance de l'or? Je vous laisse répondre à cette question. Je trouve ça étonnant. Alors, pour terminer un petit peu, j'aimerais revenir sur des phrases qui viennent de grands financiers. On ne parle pas des gens qui vendent de l'or, évidemment. Comme l'or, ça c'est la phrase de Ben Bernanke, qui était l'ancien président de la Fed aux États-Unis. Comme l'or, le dollar US n'a de la valeur que dans la mesure où il est strictement limité en quantité. Mais le gouvernement possède une technologie qu'on appelle la planche à billets, la rotative, ce qui permet de produire autant de dollars US qu'il le souhaite à un coût marginal nul. C'est pas moi qui le dis. Et enfin, JP Morgan, qui est le fondateur de la célèbre banque, qui nous dit, il y a très longtemps, donc on a perdu un peu sa mémoire, l'or est la monnaie, tout le reste est de la dette. Donc c'est un petit peu là-dessus que je voulais conclure, en tenant compte de ces paramètres microéconomiques, macroéconomiques de l'actualité. En fait, l'or devient un élément central du patrimoine de nos clients. Merci à vous. Alors, on va prendre des questions, si vous voulez bien. Vous avez des questions? Oui. J'ai une question par rapport au stock physique. Oui. J'imagine qu'il n'est pas illimité non plus. Comment ça se passe? Alors, une question par rapport au stock physique. L'or, aujourd'hui, ce qui a été sorti de terre, il y a à peu près 180 000 tonnes qui ont été sorties de terre dans le monde entier. L'intérêt de l'or, c'est pas qu'il soit rare. L'intérêt de l'or, pour que ça soit utilisé comme monnaie, il faut qu'il soit suffisamment présent dans le monde entier pour qu'il serve d'échange, mais suffisamment rare pour qu'on ne puisse pas l'imprimer comme du papier. Et donc aujourd'hui, la quantité d'or qui est extraite, c'est à peu près 1% chaque année. C'est ça qui fait la base monnaie, c'est ça qui permet justement d'éviter ce qu'on voit avec les monnaies fiduciaires, le gonflement avec les quantitative easing, c'est que la masse d'or, elle reste stable. Des gens en ont suffisamment pour faire des échanges. On peut l'utiliser aussi comme, je dirais, comme collatéral pour une monnaie. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Depuis les accords de Bretton Woods dans les années 70, en fait, il y a une déconnexion entre la monnaie, le dollar et l'or.
à chaque fois qu'on a été sur de l'or, enfin une monnaie qui était basée sur l'or, on a des périodes de grande stabilité, mais ça ne nous permet pas de rentrer dans une bulle de crédit. La bulle de crédit, en fait, elle est très intéressante parce qu'elle va nous permettre finalement d'aller plus vite que la musique, d'emprunter, etc. Mais on a toujours, à la fin de cycle, en fait, une contrepartie, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on paye cette crise-là. Dans un système monétaire avec l'or, en fait, on est beaucoup plus stable, mais on va moins vite. Donc, il y a des inconvénients et des avantages à chaque chose. Mais c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il faut bien comprendre les cycles économiques. Et il y a les travaux de Ray Dalio, justement, qui sont très performants là-dessus, enfin, qui sont très détaillés. Une autre question? Oui. Une question très basique par rapport à notre quotidien. Oui. Je suis convaincu que l'or, il en faudrait pour tout le monde. Oui. En assurance. Mais moi, si je propose ça, c'est quel cadre légal? C'est du CIF? C'est du quoi? C'est pour écrire? Alors, c'est des missions CIF, effectivement, oui. En fait, sauf si le... oui. Un particulier qui va dans une agence, Oui. au coin de la rue, qui achète de l'or de son plein gré, Oui. on lui pose pas la question. Non, en fait, c'est une monnaie. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un peu un vide juridique de ce côté-là. On n'est pas sur un placement financier. On est sur une monnaie qui est là depuis 6000 ans, que l'homme a choisie. Donc, pour répondre à vos questions, quelque part, dans quel cadre juridique, si la personne vient vous voir et qu'elle veut de l'or, voilà, ça sort de ce cadre-là, évidemment. Maintenant, si vous faites une lettre de mission, là, vous pouvez le mettre dedans. Je pense qu'une simple lettre de mission peut suffire. Voilà, le cadre juridique, il est là. Après, il y a toujours une question qui se pose, c'est quelle quantité d'or on va mettre, on va lui proposer, et ça va dépendre de son histoire. Des personnes qui ont vécu, en tout cas que leurs parents ont vécu la guerre, ils vont avoir forcément un attrait vers l'or. Il n'y a pas besoin d'expliquer l'or. Pour quelqu'un qui connaît rien ou qui a pas cette notion-là, il va falloir rentrer plus dans une lettre de mission et avoir une pédagogie. Ça met beaucoup de temps en fait à comprendre que la monnaie perd de sa valeur et que l'or garde sa valeur. Et en fait, c'est une inversion de la vision des choses. En gros, la monnaie, c'est l'or, c'est plus l'euro. Et évidemment, quand je dis ça, je le dis peut-être pas au bon endroit, mais c'est la réalité des choses. Voilà. Mais l'aide de mission, c'est le plus simple. Voilà. Une autre question? Oui, au fond. Oui. Comment est-ce qu'on peut avoir une idée précise pour l'exemple De l'or? d'une pièce d'or, par exemple, Ah, physique? oui. Je ne sais pas quels sont les sites les plus fiables. Non seulement on n'a pas toujours les mêmes cours, ou plutôt par rapport au cours officiel de l'or, parfois il y a des décalages importants par rapport à la variation Oui. de l'once. Et la variation quotidienne d'un jour, fixée une fois par jour de 20 euros, de 20 francs. Et après on se retrouve aussi quand on va l'acheter à des comptoirs, par exemple Coulivienne à Paris, à certains pratiquent des marges qui sont beaucoup plus importantes que d'autres, et mettent ça sur le compte du fait que nous, on fait de stock, voilà. Donc il y a quand même une espèce de jungle pour ce qui est des particuliers en tout cas. Je te laisse répondre, Mathieu. Des pièces d'or, comment s'y retrouver? Alors, comment s'y retrouver? Donc, vous avez d'abord la cotation internationale. Donc, si vous souhaitez connaître précisément à l'instant T quelle est cette cotation, vous pouvez évidemment aller sur notre site internet, achat-or-et-argent.fr. Vous tapez Godeefy sur Google. De manière un peu plus simple, il vous suffit de taper cours de l'or et vous avez une information qui est libre. Je parle de l'once. Bon, évidemment, vous pourrez la convertir en kilos, en grammes, comme bon vous semble. Après, comment savoir quel est le meilleur prix pour acheter de l'or au détail, en fait? Donc vous avez le ratio. Est-ce que tu veux bien nous remontrer le tableau entre la cotation française et la cotation internationale? Donc ce qu'il faut vous dire, en fait, la cotation internationale, elle est basée sur des échanges de contrats futurs entre de grandes institutions financières qui échangent des barres de 12,5 kg. Donc 12,5 kg, aujourd'hui, ça fait à peu près 700 000 euros. Mais nous autres particuliers, nous achetons plutôt des quantités moins importantes. Donc, pour connaître le prix international d'une pièce,
eh ben, on prend donc cette cotation de l'once internationale et on fait un prorata de la quantité d'or qui est détenue dans la pièce ou dans le lingot. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que le marché n'est pas extensible. Et je vais vous parler du marché de l'argent, donc ce qui s'est passé depuis le coronavirus. L'argent, c'est un marché essentiellement de particuliers. Il est moins cher. On est dans un ratio de... quand le lingot, par exemple, aujourd'hui, cote 52 000 euros, le lingot d'argent d'un kilo, on est aux alentours de 650 euros. Donc, il est beaucoup plus accessible. Et donc, c'est pas tant le fait qu'il y ait des réserves, c'est surtout est-ce qu'on peut le fournir, est-ce qu'il va y avoir une logistique. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que vous avez une deuxième colonne qui s'appelle la cotation française, la cotation FR, parce qu'elle va mesurer, elle va donner la température du marché local. Et notamment, donc, si je repars sur l'argent, eh bien, l'argent étant plus accessible, les particuliers peuvent l'acheter plus facilement, puisque, par exemple, le plus petit produit en or, ou le plus commun, qui est la pièce de 20 francs, elle s'échange aujourd'hui aux alentours de 315 euros. Et vous n'avez qu'une seule pièce. Donc les gens, très souvent, ils veulent avoir une quantité pour éventuellement revendre petit à petit, au lieu de revendre à chaque fois un gros capital. Et bien sur l'argent, la demande a été telle pendant la phase la plus aiguë de la crise sanitaire que les fonderies ne pouvaient plus fournir. Ce qui fait que on s'est retrouvé avec une cotation française du lingot d'argent qui surpassait ou qui doublait la cotation internationale. Donc, c'est-à-dire la cotation française, elle montre simplement quel est l'appétit des gens. Parce que est-ce que vous êtes prêts, alors que vous connaissez le cours international, à payer un produit 2 fois sa valeur ? La cotation française ? Alors, c'est un organisme parisien et il fait la moyenne de tous les échanges qu'il peut y avoir donc, entre les achats et les ventes. Et donc, il fixe un prix à midi, au 12h30. C'est un arrêté. Non, il n'y a pas de monopole. Fort heureusement, et encore aujourd'hui, c'est un organisme, mais c'est pas un monopole, et fort heureusement. Donc c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, vous avez des clients qui sont allés chez des commerçants et qui ont vu des prix très différents. Donc comment acheter au meilleur prix ? Aujourd'hui, vous avez tout un tas d'outils, notamment grâce à Internet, qui vous permet de comparer les prix. Et chez les commerçants, comment ils fixent les prix ? C'est très simple. Si, par exemple, aujourd'hui, j'ai beaucoup de stock et qu'il me faut de la trésorerie, je vais essayer de me mettre au meilleur prix. Donc, c'est-à-dire pour le 20 francs or, aujourd'hui, qui cote à l'international 303 ou 305, je vais réduire mes marges pour retrouver de la trésorerie, pour être le plus compétitif. Mais par exemple, si demain, j'ai une personne qui me prend la moitié de mon stock, et après une autre personne qui me prend la moitié restante, et j'ai de plus en plus d'acheteurs, je vais ralentir, parce que moi je ne sais même pas si je vais pouvoir les trouver, je vais ralentir le rythme et je vais augmenter mes prix. Je vais augmenter ma commission, je vais augmenter la prime. Et en fait, cette prime, elle est simplement le reflet de la demande locale. Donc si j'en ai pas beaucoup, si j'ai pas beaucoup de stock, et que j'ai beaucoup de demandes, je vais augmenter mes prix, je vais augmenter mes commissions. Et dernière question, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les détaillants ont suffisamment de stock pour ne pas avoir à pratiquer des marges telles qu'ils pourraient pratiquer ? Alors aujourd'hui, je veux pas vous... Évidemment, il faut rester objectif, mais aujourd'hui, c'est une très bonne période pour se lancer dans l'investissement dans les métaux précieux. Certes, le cours de l'or est haut, mais on n'a, je suis sûr, pas fini de voir la hausse, surtout que les marchés orientaux de la bijouterie qui se sont taris pendant le confinement, il va y avoir sans aucun doute un effet de rattrapage, et c'est sur la fin de l'année que traditionnellement les Chinois et les Indiens achètent de l'or.
Au niveau de l'or d'investissement en France, en ce moment, oui. C'est pour ça d'ailleurs que les primes sont basses. Mais au moment, donc justement pour imaginer les choses, au moment de la crise le moment le plus aigu de la crise, eh ben, il n'y avait plus de pièces. Et pourtant, les gens continuaient à acheter, sachant très bien qu'ils achetaient un produit qui était beaucoup trop cher par rapport à sa cotation internationale. C'est vrai que les primes ont été très fortes, hein. Le Napoléon à 35%, alors que d'habitude c'est plutôt autour de 4-5%. Il y a eu quasiment une grosse majorité des fournisseurs ont vu leur stock fondre. Et c'est ce qu'expliquait Mathieu juste avant. Quelque part, entre mars et mai, ça a été extrêmement difficile pour des montants relativement raisonnables. Donc imaginez si c'est des montants importants de plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions, ben là, en fait, il y a une pénurie totale. Donc voilà, pour trouver une pièce, une dizaine de pièces pour 10, 100 000 euros, ça passe. Après, on est sur des montants. Le marché est relativement étroit quand même. Donc c'est vrai que vaut mieux éviter ces périodes-là d'affolement pour acheter de l'or. Là, la prime sur de tête, je crois qu'on est autour de 3-4% sur la Napoléon. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette prime la plus faible possible. En tout cas, ça va éviter d'avoir des surprises à la revente éventuellement. Une autre question ? Oui. Donc une question sur la qualité des pièces. Mathieu, je te laisse répondre. Sachez déjà que quand vous achetez une pièce avec de l'or ou de l'argent, eh ben vous obtiendrez au minimum la quantité d'or ou d'argent, outre le véhicule. Nous achetons et nous vendons des pièces de qualité. Notamment, donc il y a plusieurs produits. Donc je vous parle du 20 francs or dit Napoléon, donc c'est la pièce la plus échangée sur le marché français, et c'est une pièce qui, en son temps, servait de monnaie. Donc on a tous des porte-monnaies, et à une époque, on avait des pièces en or dans son porte-monnaie. Donc certaines ont circulé, certaines ont des traces de circulation, mais tant que la pièce n'a pas été rognée, c'est-à-dire qu'on n'a pas retiré une petite quantité d'or, si la pièce n'est pas tordue, percée, à une époque, ce qui se faisait beaucoup, c'était d'avoir des bijoux, mettre des pièces en bijoux, en bagues, en pendentifs, et si elle n'est pas griffée, les griffes qui tiennent la pièce dans le pendentif, eh bien, la personne qui veut revendre cette pièce n'aura aucun souci. Après, le marché est totalement libre et très concurrentiel. Si vous avez un jour un client qui a des doutes sur le taux de commissionnement du commerçant chez qui il va, et sachez que votre client, il peut comparer les prix très facilement. Mais il faut vraiment que les pièces soient abîmées. D'une manière un peu plus moderne, et c'est vrai qu'on ne l'affiche pas là, mais une manière moderne de frapper de l'or d'investissement, c'est soit de faire des lingotins, des petits lingots, qui sont vendus sous un format carte bleue, qui est de l'or 24 carats, soit de faire... Il y a des fonderies qui font des pièces en or 24 carats. Donc si vous conseillez vos clients sur ce type de produit, là, il y a un risque. Parce que l'or 24 carats, c'est un métal, c'est ductible. Si vous faites tomber une pièce en or de 24 carats, en or pur, d'une taille d'homme, elle sera marquée. Donc ça, c'est surtout au niveau des achats de vos clients sur des pièces dites modernes. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'informations sur ces pièces et il y a beaucoup de journalistes qui ne parlent et qui ne prêchent que par ces pièces, mais ce n'est pas le bon plan pour vos clients. Et d'ailleurs, ce sont des produits qui sont plus chers puisqu'il faut les fabriquer, il faut les transporter, donc à chaque fois il y a un coût. Donc pour vos clients, pour être sûr d'une part de la véracité de leur achat, vous allez chez un professionnel reconnu et vous lui conseillez de prendre ce qu'on appelle des pièces boursables, donc des pièces qui avaient valeur de monnaie il y a encore une centaine d'années. Il y a un autre élément aussi, pour ajouter à ça, il y a le monde du numismatique qui n'a rien à voir du tout. C'est-à-dire que si vous avez une pièce féodale en or,
elle va avoir des primes de plusieurs centaines ou milliers de pourcents. Pourquoi ? Parce que la valeur de la pièce, c'est la rareté. Donc on n'est absolument pas là-dessus. Une pièce avec une prime très faible, vous la tombez, vous la faites fondre, à la limite, on la transforme en bijou. L'or, la quantité d'or qui est dedans, elle reste. Et c'est ça, hein, l'idée, c'est de jamais aller sur des primes trop élevées. On est sur l'investissement, on n'est pas sur des bijoux. Et donc, ce qu'on achète, c'est le métal. Et la pièce, éventuellement, si on sait que la quantité d'or est là, de toute manière, il n'y aura pas de grosses variations. Si vous achetez maintenant des pièces rares, comme le disait Mathieu, où il y a moins, par exemple, les monnaies de Paris ou des choses comme ça, là, on a des primes qui sont extraordinairement élevées. Et là, on achète une rareté. Et là, ce n'est pas un investissement. Voilà. Une autre question ? Oui. Plus qu'une question, un petit commentaire. Oui. Alors, la question... Oui. Il y a une grande peur de beaucoup d'investisseurs sur le fait d'avoir une, comment on appelle ça, une saisie de l'or, voilà, une confiscation. Merci Mathieu. Et effectivement. Alors la taxation, c'est un autre élément. Si l'or, il faut être bien conscient que pendant les guerres, toutes les guerres, dans tous les pays, l'or circule pas de manière... en fait, on va pas amener son or à la boutique. Ça circule sous le manteau. Donc c'est une monnaie parallèle. En temps de paix, où tout se passe bien, évidemment, on a une fiscalité, mais elle est extrêmement faible par rapport à des produits financiers. On n'a pas de CSG. On est au maximum à, je crois que c'est 11,5 de mémoire. Sur le capital, oui. Voilà, 11,5 sur la totalité, sur le capital. Donc, et on a une exonération au bout de 22 ans. Donc 22 ans, ça passe très vite, surtout sur l'or qu'il n'y a pas besoin de gérer. Maintenant, la confiscation, ça a eu lieu aux États-Unis, ça n'a pas marché, étonnamment. On a demandé pour l'effort de guerre aux Américains de revenir avec leur or en échange de dollars. Et ça n'a pas marché du tout, cet appel. Et juste après, on a fait monter le prix de l'or est monté de manière radicale. Il y a eu une baisse de 40%, je crois, des cotes. Enfin, en tout cas, une baisse une hausse de l'or de 40%, donc une baisse de dollars. Ouais. Voilà, exactement, dans les années 30. Exactement. Maintenant, l'or, on va l'utiliser comme stockage. Si on ne peut pas l'utiliser en France, on peut aussi le stocker à l'étranger et aller en Suisse, par exemple, au Luxembourg, aux États-Unis, au Canada, etc. On peut le stocker un peu partout. Donc, finalement, on peut se protéger de cette manière-là. C'est pour ça que quand on stocke de l'or, l'idéal, c'est d'avoir une partie chez soi, toujours avoir de l'or chez soi, sauf pour les personnes qui sont connues pour avoir des gros montants. Une partie en France, dans des coffres, chez Godot & Fils, par exemple, une partie en Suisse ou dans d'autres pays comme Singapour éventuellement. Et donc ça permet d'équilibrer en fait. Je pense que c'est la stratégie. Elle est, si on est sur un monde qui s'accélère en termes de crise, ça peut arriver. L'idée c'est de toujours avoir un pied un peu partout. Donc le simple fait de dire voilà mon or est chez moi, quelque part ça peut éviter ça. S'il y a une confiscation. Voilà, si on est dans une dictature, ça je peux pas le prévoir, mais en tout cas, tout ce qui s'est passé dans le passé avec l'or, c'est que les gens ont récupéré leur or et ont traversé la frontière avec. C'est aujourd'hui un simple appui sur le bouton peut permettre un compte bancaire d'être gelé. Donc l'or, ça va permettre d'avoir beaucoup d'avance sur ce qui peut se passer éventuellement. Voilà. Alors, moi, j'aimerais ajouter un petit peu plus de matière à votre question et à ce qu'a dit Étienne. C'est en fait, vous nous parlez de la privation de la liberté. Mais ces dernières années, vous qui êtes conseiller en gestion de patrimoine, qu'avez-vous conseillé majoritairement à vos clients ? C'est l'immobilier. Alors, si on arrive dans des cas de privation de liberté, tels que ça peut être le cas il y a 6 mois, pendant la crise du Covid, c'est vrai qu'on peut croire que l'État va venir piocher dans les coffres.
Mais qu'en est-il de l'immobilier ? Qu'en est-il de l'immobilier ? Aujourd'hui, vous êtes sans doute d'accord avec moi que l'immobilier, la bulle immobilière, elle a éclaté il y a 10 ans. Et pourtant, on continue à faire la promotion de ce produit. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me surprend énormément. C'est un actif net en même temps. Donc en fait, la difficulté avec l'immobilier, c'est que c'est un actif net, mais qu'on ne peut pas délocaliser. L'intérêt de l'or, c'est que c'est un actif qu'on peut délocaliser. On prend un bateau avec des lingots, des pièces, peu importe, et quelque part, ça sert de monnaie d'échange. On l'a vu pendant la guerre, les commerçants refusaient tout billet. Donc ça nous donne finalement une grande liberté et une grande confiance, parce que en fait, les clients qui vont investir dans l'or, pour un petit peu basculer là-dessus, ils vont être très sereins. Il y a une crise, tant mieux. Donc déjà, quand on a une partie d'investissement immobilier, placement financier, qu'on a une partie en or, ça va rééquilibrer les choses, et au final, les gens vont se sentir plus sereins, vont moins avoir tendance à appeler, à se ronger les ongles là-dessus. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment la puissance de l'or, c'est que voilà, on sait qu'on a un patrimoine qui va transmettre vers nos enfants, qu'on donnera peut-être de la main à la main, ou qu'on va faire via le notaire, peu importe, mais en tout cas, on a le choix. Et c'est vraiment là, je dirais, la puissance aujourd'hui. Donc, la confiscation, oui, mais je pense que ça a déjà été tenté et je ne suis pas sûr que ça marche. Oui. Question complémentaire, merci pour toutes ces explications. D'abord, dans ce tableau, j'aurais bien aimé voir une troisième colonne avec le montant annuel des échanges sur chacun des pièces, sur chacun des postes, pour avoir grosso modo en France. Pas en Chine, hein. En France, quel est le marché là-dessus? Parce que votre business model, c'est quand même ça. Et grosso modo, quels sont les échanges qu'il y a sur chacun de ces... C'est une question complémentaire, mais ça, c'est pas... Oui, donc je dis... Qui empêche de refondre une 20 francs Alors ça se fait, hein. Ça se fait, on peut refondre les pièces, ça s'est vu pour des questions de fiscalité aussi. D'en refaire. Mais juste alors, vous savez, dans le prix, en fait, c'est simplement le reflet entre l'offre et la demande. Donc, si vous avez un fondeur qui, d'un coup, voudrait inonder le marché, il faudrait d'abord qu'il achète sa matière brute, qu'il la transforme et qu'il inonde le marché. D'une part, ce ne serait pas intéressant pour lui parce que l'augmentation de l'offre ferait obligatoirement baisser le prix, même si ça la ferait augmenter d'une manière marginale avant, puisqu'il achète. Mais inonder le marché, ce ne serait pas bon. Pourquoi ? Parce qu'il verrait simplement les prix baisser. Donc il achète de la matière, il augmente le prix par cet achat, et il va le transformer, il va avoir un coût, et il va vendre sa matière. Et donc, je suis sûr que dans ce schéma-là, il achètera plus cher, il vendra moins cher. Ce qu'il faut vous dire, c'est que l'or, le marché de l'or, en fait, il est très équilibré. Il est très équilibré. Il est un peu déséquilibré du côté de la demande. D'ailleurs, c'est pour ça que son prix augmente. Mais c'est pas possible, en fait. C'est pas de la monnaie. C'est pas de la monnaie. Et c'est exactement ce qu'on a essayé de vous faire comprendre aujourd'hui. C'est que vous ne pouvez pas le produire, le reproduire. C'est une matière terrienne. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, si on part les alchimistes ont essayé de transformer l'or en plomb, même s'il y a beaucoup de symboles derrière. Aujourd'hui, même des chimistes essayent, en bombardant du plomb avec des lasers, de transformer le plomb en or. Ils n'y arrivent pas. Donc, on peut pas. C'est pas un marché qui peut être créé. C'est pas un marché qui peut être manipulé. Il n'y a que des intérêts, mais l'équilibre est bon. En réalité, le marché des différentes pièces, déjà, c'est en fait quand on achète de l'or. On n'achète pas la pièce. Enfin,
On achète évidemment une pièce, mais si on va être sur un 50 pesos, par exemple, on va être sur une prime qui est relativement faible, qui est assez similaire. Si on est sur des pièces US neuves, on va être sur des primes, je parle sous ton contrôle, d'autour de 20-25%. Donc là, la prime sera plus importante parce que c'est des pièces qui sont produites. Toutes ces pièces-là, en fait, ce qu'on achète, c'est de l'or. La différence entre acheter une pièce neuve et une pièce ancienne, la différence, c'est qu'on va pouvoir, la pièce ancienne, on peut que la piocher dans le stock existant. Et donc, du coup, on va pouvoir l'acheter moins cher. Pour les pièces neuves, il faut qu'ils achètent la matière, il faut qu'ils fabriquent la pièce, il faut qu'ils l'expédient. Donc, il y a toujours un petit décalage. Mais au final, ce qu'on achète en tant qu'investisseur, nous, c'est de l'or. Donc, en fait, il faudrait qu'il y ait une production d'or x 10, là, ça pourrait déstabiliser le marché, mais la production de pièces, on ne peut pas, parce qu'il y a 1% de l'or qui est créé chaque année. C'est vraiment le juste équilibre, en fait. On avait le sel, on avait les coquillages en tant que monnaie. Il y a tout un tas de choses qui ont perduré dans le temps. L'or, c'est la seule monnaie qui a survécu. Ça, oui. Alors, ce qu'il faut voir par rapport aux pièces, je ne sais pas, tu as une ordre de grandeur du marché Je vous avoue, je suis incapable de vous fournir les chiffres du marché français. Il n'y a rien d'officiel. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il suffirait d'aller piocher dans les bilans de l'ensemble des commerçants. Donc ça, c'est vraiment un travail d'étude très important, mais même vous ne trouverez pas un listing produit par produit qui vous donnerait cette tendance vraiment segmentée. La manière que vous avez justement de comprendre quel produit peut être plus intéressant ou quel produit peut être plus demandé, c'est justement cette différence entre la cotation internationale et la cotation locale, donc la cotation française. Donc si vous suivez le cours de l'or régulièrement, donc je veux dire en tant que commerçant, c'est un roulement en fait. J'achète et je vends. Donc, évidemment, j'essaye de faire l'équilibre entre l'achat et les ventes. Mais quand je n'ai plus de stock, je fais appel à un fournisseur, notamment ce fournisseur qui est un grossiste et qui fournit le marché français. Donc, le fournisseur, lui, il rassemble tous les ordres et, suivant si la demande est importante ou si l'offre est importante, il va ajuster sa prime. Mais normalement, le marché de l'or est équilibré entre les achats et les ventes. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le prix de l'or, c'est vraiment la demande mondiale et la prime, c'est une demande locale. Donc, il y a vraiment ces deux notions-là. Et le plus important, c'est la demande mondiale et aussi la création monétaire, comme on l'a vu avant. Donc, en fait, finalement, la demande locale ou le volume local va avoir peu d'impact finalement sur le prix de la pièce en entier. Il y a d'autres questions ou... Oui ? Comment vous pouvez justifier si une personne achète de l'or aujourd'hui et que le cours de l'or baisse d'ici 6 mois, Oui. cette différence de prix Alors, quelque part, il y a une notion en fait qui est très importante. J'ai fait l'étude il y a quelques temps de savoir s'il fallait investir de manière régulière ou de manière ponctuelle. Ça, vous le savez, quand on fait du financier, on n'investit jamais d'un seul coup, une seule fois, parce qu'il y a trop de risques. Donc c'est exactement la même situation, on va venir investir de manière régulière. Et j'ai fait le cas de plusieurs clients, et même dans ma famille, où en fait quelqu'un qui a commencé sa carrière dans les années 70, s'il mettait 10% de son salaire en or, en fait, il arrivait aujourd'hui à plusieurs millions d'euros. Et donc, évidemment, ça a beaucoup plus de sens d'investir de manière, cyclique, tous les ans, tous les 6 mois, tous les mois. J'ai des clients qui investissent tous les mois systématiquement. Et ça va avoir une grosse puissance parce qu'en réalité, on sait que le marché de l'or est lié à l'inflation. On sait que l'inflation, sur le très long terme, elle monte. L'immobilier, c'est pas l'immobilier qui monte en réalité, c'est la monnaie qui s'effondre. Pourquoi un immeuble qui valait 10 000 francs en 65, aujourd'hui, il vaut 500 000 euros? Pourquoi ? Parce que la monnaie s'effondre et il faut toujours plus d'argent pour le faire. Donc c'est pas que l'immobilier monte. Si on le corrige de l'inflation, il fait des vagues. C'est la courbe de Frigate, je ne sais pas si ça vous parle. Et l'or, c'est un petit peu pareil.
C'est-à-dire qu'on va avoir on va voir avec l'or papier, on va réussir à bloquer pendant 20 ou 30 ans le prix de l'or parce qu'on était en surabondance de papier. Et là, en fait, malgré le fait qu'il y a encore du papier qui est produit, on n'arrive pas à gérer le prix de l'or. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment une puissance très forte derrière. Cette puissance, c'est la perte de valeur de la monnaie, la perte de confiance que peuvent avoir les gens. Je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de gens au téléphone qui vous disent « j'ai peur de perdre mon argent ». Donc, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus dans toutes les strates de la société, ce qui n'était pas le cas il y a 3-4 ans. Donc oui, comment on fait ? On investit de manière régulière, sans faire un one spot, et puis là on prend un risque beaucoup plus mesuré. Alors, je souhaite ajouter quelques éléments à la réponse d'Étienne. En fait, il faut que vous changiez. C'est un état d'esprit. Lorsque on part sur l'or, il ne faut pas partir dans un objectif de rendement, il ne faut pas partir dans un objectif de plus-value. Et ça, je sais que c'est très compliqué parce qu'on est matraqué de publicité et d'informations sur la hausse ou sur les livrets qui vous garantissent, ou pas, un avenir certain. Mais l'or, on part sur le long terme. La plupart des gens qui achètent de l'or, s'ils doivent le revendre un jour, ils y reviennent. Mais c'est un actif de long terme. Donc ça, il faut essayer, c'est une vision qu'il faut que vous changiez de vous-même. C'est quand on part sur l'or, on part sur le long terme. Également, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Donc combien je vais pouvoir acheter avec une quantité de monnaie ou une quantité d'or. Et il y a un schéma très simple et très très facile à comprendre, c'est que sur les 20 dernières années, avec 1 gramme d'or, on pouvait acheter 16 baguettes de pain. Aujourd'hui, avec 1 gramme d'or, on peut en acheter 48. Donc, le prix du pain, en 20 ans, il a doublé. Donc, votre pouvoir d'achat, malgré que le pain soit plus cher, votre pouvoir d'achat en or, il a augmenté. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Et c'est quelque chose, on n'est pas dans une vision court-termiste. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs dans cet exemple, c'est que si vous regardez les marchés internationaux, le prix du blé, il s'est complètement effondré en 20 ans. Le blé est moins cher aujourd'hui en euros qu'il y a 20 ans. Et pourtant, le prix du pain, lui, a augmenté. Et qu'est-ce qui a augmenté ? Ce n'est pas la matière, c'est les charges. C'est les charges sociales. En gros, c'est le remboursement de la dette. Donc, vous avez une conservation du pouvoir d'achat, mais vous avez également une libération par rapport à tout ce qui pourrait être système monétaire. Merci à vous en tout cas, et puis je vous souhaite une bonne journée.